Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette édition d'information. Au sommaire, le ministre porte-parole du gouvernement était face à la presse cet après-midi à Conakry. Au cours des échanges, Ousmane Gawal Diallo s'est exprimé sur la situation des Guinéens menacés d'expulsion aux États-Unis, le rapport de l'ONU et l'organisation des futures élections en Guinée. Plus de détails à suivre dans ce journal. 18 présumés bandits, dont 2 femmes et le présumé auteur du meurtre d'un conducteur de mototaxi à Bomboli ont été mis aux arrêts par la police nationale. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité en Guinée. Les présumés criminels ont été présentés à la presse ce mercredi. À Kindia, la tension est montée d'un cran dans le quartier Koliadi 2 et le district de Bokaria. Les citoyens de ces localités contestent fermement la nomination des nouveaux conseils de quartier et de district. Explication à suivre. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais à l'entame, la situation des Guinéens menacés d'expulsion aux États-Unis. Rapport de l'ONU et l'organisation des futures élections en Guinée. Le ministre porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes cet après-midi. Ousmane Gawal Diallo a dans sa communication encouragé une presse libre et responsable dans un pays en pleine refondation. Germaine Monsaré et Abdallah Kamara pour plus de détails. Dans sa prise de parole, le ministre porte-parole du gouvernement reconnaît les efforts consentis par la presse guinéenne. Nous voulons travailler main dans la main avec vous pour faire avancer la Guinée. Merci pour votre présence aujourd'hui, pour votre travail au quotidien, pour le rôle essentiel que vous jouez dans notre société. Le gouvernement que dirige M. Amadou Gouriba réaffirme son engagement à soutenir une presse libre et responsable. Évoquant la situation des Guinéens menacés d'expulsion aux États-Unis, le porte-parole du gouvernement refuse de dramatiser. Pour ce qui est des États-Unis, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. C'est le monde entier qui est touché. Nous, le ministère des Affaires étrangères, prend des dispositions. Si on devait nous ramener nos concitoyens, on ferait en sorte qu'ils viennent en respectant leur dignité et qu'ils viennent très bien, on va les accueillir dans notre pays. Je ne pense pas qu'on ait des moyens de dire qu'un pays ne va pas expulser un citoyen qui n'est pas son citoyen. Sur le rapport de l'ONU accablant le régime de Conakry, Ousmane Gawal Diallo fustige la démarche des enquêteurs. Il estime d'ailleurs que c'est un brouillon qui a été diffusé. Le rapport là, c'est un pré-rapport qui ne devrait jamais être publié. Les Nations Unies ne viennent pas dans le pays pour enquêter pour bien s'ils ne sont pas invités. Et là, même l'initiative de leur séjour est une démarche du gouvernement. La bonne pratique voudrait que quand ils ont fini leur rapport, le pré-rapport est envoyé à la personne enquêtée pour que s'il y a besoin d'éclaircissement, qu'il le fasse. Et ensuite, il y a un rapport consolidé qui est fait, et remis au mandataire et rendu public. Mais là, nous avons eu le sentiment que c'est un brouillon qui a été diffusé. Quant à l'organisation des futures élections en Guinée, le ministre porte-parole du gouvernement est resté vague. Il a tout de même rassuré que le référendum se tiendra au premier semestre de 2025. La police nationale a présenté le présumé auteur du meurtre d'un conducteur de mototaxi à Bomboli, dans la commune de Ratoma. C'est lors d'une bagarre qui a éclaté entre les deux jeunes en début de semaine. Il sera donc transféré par devant le parquet de Dixine pour la suite du dossier. Ramatoulaye Baldé, chargé de communication de la Direction nationale de la police judiciaire, est au micro dans Soubaïle Baldé. Lundi 27 janvier 2025, aux environs de 16h, le groupement mobile d'intervention et de sécurité numéro 2 de Bambeto a été avisé d'une bagarre au carrefour Bomboli dans la commune de Ratoma qui s'est terminée par un meurtre. La victime Kernouma Diallo, âgée de 17 ans, élève en 10e année au collège Koloma 2, a été poignardée à l'aide d'un tournevis par le nommé Kerno Ismaël Diallo, chef de ligne de taxi du même lieu lors de cette bagarre. Aussitôt informé, le GMIS numéro 2 s'est rendu sur les lieux et a procédé à l'interpellation de l'auteur des faits. Sur l'instruction du directeur général de la police nationale, il a été conduit pour être mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire pour enquête. Interrogé, l'auteur reconnaît sans embâche les faits et déclare regretter son acte. Il sera présenté aujourd'hui même au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. La Direction générale de la police nationale, toujours soucieuse du bien-être de sa population,
invite les citoyens à plus de vigilance et de responsabilité. Parlant justement de la lutte contre la criminalité, la Direction générale de la police nationale a lancé une vaste campagne de répression. Pendant la campagne, 18 personnes, dont 2 femmes, ont été arrêtées. L'opération a eu lieu le samedi 25 janvier dans la commune de Lambagny, ici à Conakry. Reportage à Germaine Mansaré et Ansobaï Lobaldé. Cette opération de ratissage lancée par le commissariat de police de Nongo a permis de démanteler plusieurs suspects et d'arrêter des présumés bandits. Ramatoulaye Baldé, chargé de communication de la Direction nationale de la police judiciaire, explique. Cette opération a permis d'appréhender 18 présumés délinquants, dont 2 femmes dans plusieurs endroits de la commune, préalablement ciblées et réputées comme zones criminogènes. Au cours de ce ratissage, une quantité importante de stupéfiants a été saisie, composée de 14 boules et d'une quantité en vrac de chanvre indien, ainsi que divers instruments servant à découper et à consommer la drogue, tels qu'une paire de ciseaux, des pipettes, 3 couteaux. L'enquête a permis d'établir des faits de détention et de consommation de drogue prévus et punis par l'article 812 du Code pénal guinéen en vigueur. Ces présumés malfrats seront traduits devant les juridictions compétentes. Parmi les interpellés, certains contestent leur implication. C'est le cas de ce jeune homme présumé vendeur de drogue qui affirme être sorti simplement pour manger et n'avoir aucun lien avec ses activités. Donc moi, je suis resté assis et j'ai vu ces enfants-là en train de courir. Ils ont passé en vitesse. Nous, on était assis tranquillement. J'avais mon sac qui était là. On m'a servi. J'ai commencé à manger. Et quand j'ai fini de manger, je suis parti pour laver ma main. Quand je suis parti laver ma main, directement, il y a un premier qui est venu. Il a dit qu'on va te fouiller. Il a dit ceux qui sont en train de courir sont descendus vers la mer. Il a dit mais moi, tu peux me fouiller. Voilà mon sac qui est là. Mais j'ai l'argent dans mon sac quand même. Quand il a pris mon sac, quand il a ouvert, il a dit RAS, il a dit il n'y a rien dedans. Il a déposé mon sac. Il y a une deuxième personne qui est venue, lui il a ouvert mon sac, il fait monter 2 boules, il me dit que ça c'est quoi, ça c'est pas pour toi. Il dit non, ça c'est pas pour moi. Il dit moi j'ai de l'argent et j'ai mon centimètre. L'opération de la police de Nongo dans la banlieue de Conakry a permis de démanteler des groupes suspects. Seules les enquêtes détermineront le niveau d'implication des personnes interpellées. La lutte contre le grand banditisme se poursuit activement dans la capitale guinéenne. Autre facette de ce journal, la Guinée est devenue l'un des pays africains de l'Ouest où le nombre d'accidents de la circulation a fortement augmenté ces dernières années, entraînant un nombre élevé de décès et de blessés chaque semaine. Mais à qui imputer la responsabilité si chacun la rejette? Nos reporters Aïssa Touba et Ousmane Kamara sont allés à la rencontre d'un spécialiste à suivre. Les accidents de la route en Guinée ne sont pas des incidents isolés. Ils résultent de divers facteurs impliquant à la fois les véhicules, les conducteurs et les infrastructures. Interrogé, Balamoussa Konati, spécialiste des questions routières, explique. Au niveau de la route, nous devons tout faire à travers sa conception et sa réalisation, son entretien et son exploitation, de faire en sorte que la route ne soit pas source de problèmes. Au niveau du véhicule, à travers ce qu'on appelle la sécurité active, c'est-à-dire la prévention, tout faire pour que les pneus, les freins, etc., et le véhicule dans son entièreté soit irréprochable sur le plan fonctionnel. Et il faudrait que la sécurité passive, c'est-à-dire que prévenir certains accidents qui peuvent arriver, donc avoir ceinture de sécurité, airbag, avoir tout ce qu'on appelle anti-choc, etc. Ces accidents devraient être une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, car ils ont des répercussions graves sur la vie de la société guinéenne. Les routes, selon les statistiques, tuent plus que certaines maladies en Guinée. Et dans la majeure partie des cas, les conducteurs portent la plus grande part de responsabilité. Les accidents qu'on pensait révolus continuent toujours. C'est toujours les excès de vitesse, c'est toujours la fatigue au volant, c'est toujours l'alcool au volant, c'est toujours les dépassements défectueux. Ce sont des véhicules d'un autre âge. La mort est peut-être inévitable, mais des décisions politiques appropriées pourraient réduire le risque d'accident en mettant en place des mesures pouvant atténuer le phénomène.
l'Organisation mondiale de la santé considère les accidents de route comme la deuxième cause de mortalité de la tranche d'âge de 5 ans à 29 ans. Quand l'Afrique est encore à la traîne dans la lutte contre les accidents de route, en ce qui nous concerne, nous devons tout faire pour être de bons élèves. Il faudrait plus d'efforts des autorités pour réduire drastiquement les cas d'accidents de la route en Guinée, a conclu notre interlocuteur. À Koya, le calvaire continue pour les usagers du pont de Sambaya. Après les travaux de réhabilitation de cet ouvrage de franchissement sur la route nationale à Koya-Forikaria, la circulation des engins n'est toujours pas permise. Le syndicat, en collaboration avec les forces de l'ordre, a mis une stratégie en place pour diminuer les embouteillages. Guy Babari et Ousmane Kamara y étaient pour nous. Suivez le reportage. La réhabilitation du pont de Sambaya reliant Koya-Forikaria impacte considérablement le trafic routier depuis le démarrage des travaux. Pour réduire le calvaire des usagers, il a fallu une collaboration avec les forces de l'ordre présentes sur les lieux, déclare Nabila Youssoufli Kamara, syndicaliste. Compte tenu des travaux du pont, on a jugé nécessairement de faire un blocus, c'est-à-dire les militaires qui sont là et nos syndicats se donner la main. Il y a un tel qui qu'on travaille, d'autres militaires s'arrêtent là-bas et un syndicat, et d'autres aussi viennent ici. Quand il y a l'embouteillage ici, quand les motos sont énormes ici, on débloque par là, ils avancent passer. Vous voyez comme vous voyez là, le pont est bloqué, donc ils sont en train de travailler. Mais Inch'Allah, bientôt aussi, ils vont ouvrir le pont et le passage sera direct maintenant. De 6 h du matin jusqu'à 0 h de fois. Au long fil d'attente s'ajoute l'énorme quantité de poussière qui se dégage au passage des engins. Installé à quelques mètres du pont, ce citoyen fait une invite. La poussière nous fatigue beaucoup. Ils peuvent arroser ou coller du béton en attendant qu'ils remettent en état le pont. Et s'ils rétablissent aussi la circulation sur le pont, ça va également nous plaire. Si le pont de Sambaya a été totalement reconstruit, il n'est toujours pas ouvert à la circulation. Les usagers de cette route Koya-Forikaria sollicitent qu'il soit mis en circulation pour mettre fin aux embouteillages. Je vous l'annonçais dans les titres à Kindia, les habitants du quartier Koliadi 2 et du district de Bokaria sont en colère. Ces citoyens contestent fermement la nomination des nouveaux conseils de quartier et de district. Selon eux, leurs choix ont été détournés de son but originel. Les manifestants exigent l'installation des personnes de leur convenance à la tête de leur localité. Les détails de notre correspondant Siba Topouvoyi. Ambiance tendue ce mercredi à Kindia. De nombreux citoyens des quartiers de Koliadi 2 et du district de Bokaria ont pris d'assaut le siège de la commune pour faire entendre leur voix. Leur revendication, le rejet des chefs de quartier de district nouvellement nommés, des choix qu'ils jugent illégitimes. Selon les manifestants, ces nominations résultent d'une manigance orchestrée au sein de la commune urbaine. Ils demandent à ce que leur propre candidat soit installé. On est là pour connaître le nom de notre chef de district. Nous, on veut Ousmane Dine Kamara. On ne veut pas quelqu'un, on ne connaît pas quelqu'un. Tout Bokaria veut Ousmane Dine Kamara parce qu'on veut la refondation. Même scénario à Koliadi 2 où la population soutient massivement Ali Assila Dilatif. Il dénonce une manipulation des résultats et rejette en bloc la nomination du 7e candidat de leur liste. Juste pour réclamer nos droits, on veut le chef de quartier Ali Assila Latif. Très bien mon frère, ce n'est que du flou, du faux, fondé sur le faux, fait sur le faux. Nous avons présenté notre liste de 11 personnes où Sila est le président, notre chef de quartier. Mais très malheureusement, on voit le 7e qui devient premier et on se demande comment cela est arrivé. Face à cette fronde, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kindia a tenté d'apaiser les tensions. Choisir les personnes que la communauté veut.
Alors sur ce, s'il y a eu changement quelque part, nous allons maintenant appliquer la loi du plus grand nombre par candidat. Donc Kindia est une ville de paix. En attendant dimanche, les manifestants restent vigilants et attendent que la mairie respecte son engagement. Pour finir, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé de façon officielle ce mercredi 29 janvier 2025 le retrait définitif du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Cette décision a été prise à la suite de l'évolution politique dans la région marquée par la formation de la Confédération des États du Sahel par ces trois pays en juillet 2024. Malgré cette rupture, la CEDEAO avait affirmé son souhait de maintenir un dialogue ouvert avec les trois pays. L'analyste Djigiba Koulako Traoré estime que ce divorce aura des conséquences pour les deux parties. Reportage à Mamadou Tanouba. Le Mali, le Burkina et le Niger ont définitivement quitté l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest après l'expiration du délai du 28 janvier 2025. Un départ célébré par des populations des trois pays et acté par la CEDEAO à travers un communiqué. Pour l'analyste Djigiba Koulako Traoré, c'est les positions inchangées des deux parties qui ont conduit au divorce. Je pense que moi je ne suis pas surpris, parce que les deux étaient déjà jetés et la CEDEAO était sur sa position. Les trois pays de l'AES étaient aussi sur une autre position. Donc c'était difficile de recoller les morceaux. Alors si le deadline qui a été proposé par la CEDEAO conformément au statut de l'organisation, eh bien, ce délai-là n'a pas été respecté. Alors, malgré moult négociations, bien sûr, je pense que je ne suis pas surpris. Il est clair pour cet analyste que c'est le non-respect des statuts de la CEDEAO qui a conduit à cette séparation. C'est le non-respect des statuts de cette organisation. Depuis quelques années, le comportement de certains chefs d'État de la CEDEAO a été plus ou moins dénoncé parce que cette organisation était devenue, si vous voulez, une sorte de marionnette pour certaines puissances étrangères. Les conséquences de ce divorce pourraient se répercuter sur la CEDEAO et l'AES et les populations des deux entités, selon Djigiba Koulako Traoré. Les conséquences pourraient être fâcheuses pour les pays de l'AES parce que la libre circulation des personnes et de leurs biens, si cela n'est pas respecté, eh bien, ça va entraver assez d'activités économiques. Par rapport à la CEDEAO, si les pays de l'AES font des réformes courageuses, structurelles, s'attaquent aux maux dont souffrent nos pays, c'est-à-dire la corruption, et acceptent de mobiliser les ressources internes de leur pays pour financer des projets structurants, des projets de développement, cela amènerait d'autres pays au sein de la CEDEAO naturellement à quitter cette institution, peut-être à rejoindre l'AES, quitte à rejoindre l'AES, ou quitte à former d'autres structures. Dans son communiqué, la commission de la CEDEAO a pris des mesures parmi lesquelles le droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa aux citoyens concernés. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.